Folle. On aurait dû se douter que c'était toi. Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique, et aujourd'hui nous allons parler d'un oldies totalement culte des années 80, j'ai nommé Le flic de Beverly Hills. Sorti en 1984 et réalisé par Martin Brest qui n'a qu'une dizaine de films à son actif, comme Rencontre avec Joe Black, Midnight Run avec Robert De Niro et Charles Grodin, Le temps d'un week-end avec Al Pacino qu'il retrouvera dans Amour trouble aux côtés de Ben Affleck, Christopher Walken et Jennifer Lopez. Un film qui fut malheureusement un échec et mit en quelque sorte fin à sa carrière prometteuse. Au casting bien sûr, le dynamique et charismatique Eddie Murphy, qui s'est fait remarquer grâce à ses apparitions régulières au Saturday Night Live, célèbre émission de sketch dont il deviendra la star, et qui le mènera rapidement à Hollywood pour son premier rôle en donnant la réplique à Nick Nolte, puis à Jamie Lee Curtis et Dan Aykroyd dans Un fauteuil pour deux, ainsi qu'un second rôle dans un film méconnu, Une défense canon, réalisé par Willard Huyck, qui n'a réalisé que 4 films, dont le fameux Howard the Duck. À ses côtés, Judge Reynolds, dans le rôle de Billy, qui joue la même année dans les Gremlins de Joe Dante. Il restera principalement dans des comédies ou des téléfilms, comme Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme, aux côtés de Danny DeVito, Femme à l'essai avec Christopher Lloyd, la série des Super Noël, et pas forcément flatteur, mais dans les suites de Beethoven, le 3 et le 4. Avec quand même quelques films un peu plus sérieux, comme Zandale, aux côtés de Nicolas Cage, ou Soldier's Tales, aux côtés de Gabriel Byrne. Et son compère Taggart, on retrouve John Ashton, avec quelques apparitions dans des séries télé comme Dallas, Starsky et Hutch, et dans des petits rôles de long métrage comme dans Midnight Run, ou Instinct aux côtés d'Anthony Hopkins et Donald Sutherland, ou encore plus récemment dans Gone Baby Gone. On retrouve également une pointure, autant à l'aise dans le rôle du bon que du mauvais, Ronny Cox, dans le rôle de Bogomil, que l'on retrouve dans pas mal de séries télé, mais aussi à l'affiche de films comme Robocop, Total Recall, Un vent de folie, Tueur de flics, Meurtre à la Maison Blanche, Loose Cannons, aux côtés de Dan Aykroyd et Gene Hackman, ou Tapes d'Harold Baker avec Sean Penn et Tom Cruise dans leur tout début de carrière, mais aussi dans Délivrance de John Boorman, ainsi que dans Sauver le Neptune aux côtés de Charlton Heston et de David Carradine. Dans le rôle du glaçant Maitland, également une pointure, Steven Berkoff, surtout connu pour sa carrière au théâtre, mais que l'on retrouve dans quelques films de Kubrick, l'un des James Bond avec Roger Moore, dans Rambo 2, Légionnaire, Révolution avec Pacino et Sutherland, et des apparitions en début de carrière dans L'Impasse aux violences avec Peter Cushing et Donald Pleasance. Et on peut aussi mentionner Au fil de l'épée avec une génération d'acteurs oubliés, Burt Lancaster, Laurence Olivier et Kirk Douglas. Nous avons également Lisa Eilbacher pour Jenny, qui est surtout une actrice de série télé. James Russo pour le fameux Mickey, qui a une voix VF assez curieuse, on dirait plutôt Donald pour le coup. Et qui aura surtout fait des petits rôles, mais dans pratiquement une centaine de films. Et pas forcément n'importe où, par exemple dans Django Unchained, Nous ne sommes pas des anges, Il était une fois en Amérique, Strictly Criminal, Public Enemy, Donnie Brasco, Open Range, The Postman ou encore La 9e porte. Il y a pas mal de films avec Johnny Depp. Et un peu dans le même genre, apparaissant dans des dizaines et dizaines de séries télé, dont les récentes Breaking Bad et Better Call Saul, Jonathan Banks, l'homme de main de Maitland, que l'on retrouve aussi dans 48 heures, le premier film avec Eddie Murphy, les Gremlins, Y a-t-il un pilote dans l'avion, Free Jack avec Hopkins, Piège à grande vitesse, L'extrême limite aux côtés de Viggo Mortensen, Dennis Hopper et Wesley Snipes. On a également le chef Todd, interprété par Gilbert R. Hill, qui n'est pas un acteur et n'aura joué que dans cette saga. C'est à la base un véritable policier de Détroit qui fut acteur dans la saga, puis président du conseil municipal de la ville.
Pour le petit rôle de Jeffrey, on a Paul Reiser, qui a joué dans Divine mais dangereuse, et dans des films plus récents comme Whiplash de Chazelle, ou Seul contre tous. Et notre ami Surge avec sa petite pointe de citron, Bronson Pinchot, pour l'un de ses tout premiers rôles, après des apparitions dans Risky Business et Bachelor Party, respectivement avec Tom Cruise et Tom Hanks, et quelques films comme True Romance, À l'épreuve du feu et After Hours de Scorsese. Ah, c'est toujours intéressant de revenir comme ça en arrière sur les acteurs des vieux films. C'est en tout cas le film qui propulsera Eddie Murphy au rang de superstar mondial. À la base, le projet était pensé pour un film d'action musclé, mais il a eu de nombreux remaniements de scénario en allégeant constamment le ton de l'histoire et favorisant l'humour. Plusieurs acteurs étaient sur le projet, comme Mickey Rourke, puis Sylvester Stallone, qui a lui-même apporté pas mal de modifications au scénario, comme il aimait bien le faire à l'époque, en ajoutant plus de drama et d'action, et resserrant les liens entre les personnages. Un début d'ébauche qu'il réutilisera d'ailleurs dans Cobra. On a également des réalisateurs comme Scorsese ou Cronenberg qui fut également envisagé, et on ne peut qu'imaginer ce qu'auraient donné ces versions. Et un peu à l'image de Jim Carrey sur The Mask, le film prendra sa couleur définitive par la présence d'Eddie Murphy, qui jouera sans le savoir l'un des rôles phares de sa carrière. Et en parallèle, on sait qu'il a dû refuser le rôle de Winston Zeddemore dans SOS Fantôme, qui pourtant avait littéralement été écrit pour lui. En tout cas, les deux rôles furent pour notre plus grand plaisir doublés par Medando, qui nous aura vraiment régalé pendant des décennies. Quand on voit ce personnage débarquer à Los Angeles, on ne peut qu'y faire un lien avec la propre vie d'Eddie Murphy. Issu du milieu modeste, qui était persuadé qu'il pourrait faire carrière dans le showbiz grâce à ses talents d'humoriste. Et il n'a vraiment pas chômé pour se montrer et se faire connaître. Grâce à ce film, les portes d'Hollywood se sont ouvertes. On peut également noter que son propre père fut policier, ce qui dut donner une saveur particulière à ce rôle. C'est donc l'histoire de l'intrépide policier de Détroit qui va voir l'un de ses vieux amis se faire tuer devant ses yeux et va décider contre l'avis de son supérieur de retrouver le meurtrier, ce qui va le conduire à Los Angeles. Axel vient de Détroit, une ville du nord-est des États-Unis. Une ville qui sera totalement gangrénée par les inégalités et la pauvreté. Et il va traverser tout le pays pour se retrouver sur la côte ouest. D'un État à l'autre, les mentalités, la façon d'être ou de procéder sont très différentes. Comme si nous-mêmes allions à l'autre bout de l'Europe. Il y a d'ailleurs 3 heures de décalage entre les deux villes. Ce n'est pas New York, la ville d'origine d'Eddie Murphy, mais c'est le même principe dans ce décalage culturel et social, où l'on joue volontiers sur les stéréotypes de ces deux Amériques bien distinctes. Un peu comme dans Un fauteuil pour deux, le côté voyou, crasseux et miteux par rapport à l'extravagance, le sophistiqué de la bourgeoisie. À Détroit, on plonge directement dans des zones industrielles et quartiers défavorisés. La scène d'intro nous montre que tout peut arriver et dégénérer rapidement, qu'il faut être sur le qui-vive en permanence. Une opposition de taille lorsque l'on découvre le côté glamour et chic des Californiens. C'est propre, ensoleillé, il y a des voitures de luxe, tout semble calme, pépère et détendu. Axel, par son apparence et sa vieille bagnole toute cabossée, détonne complètement. On peut y voir l'Athénéum de l'Institut Technologie, une résidence de Caltech, la rue Rodeo Drive, le City Hall pour l'hôtel de police, le Millennium Biltmore Hotel, où il réside pour dormir. La ville est mise en valeur de jour comme de nuit. Alors même si le film fut un grand succès, certains n'auront pas de grandes affinités avec. Voyant principalement Eddie Murphy comme un clown, un peu trop cool qui fait trop de pitreries pour l'apprécier. Considérant le film vieillissant, caricatural et rempli de clichés, qui aurait bien du mal à passer de nos jours. Avec une histoire, mise en scène et ambiance plutôt ringarde, tout reposant peut-être un peu trop sur le one-man show de l'acteur. Certains y verront également un Afro-Américain ridiculisé dans ce monde exclusivement blanc, comme s'il n'était pas à sa place, surveillé et suspecté, sans cesse remis en question. Pourtant à l'époque, toutes ces notions étaient plutôt décomplexées. Les films avec des afros ou des femmes en tête d'affiche étaient par dizaines et ne répondaient à aucun cahier des charges, ni aucun mouvement social ou politique.
Et pour d'autres au contraire, ce sera l'un des grands acteurs comiques de leur enfance, dont la simple apparition leur rappellera toute une époque. Un film faisant partie des classiques de la comédie policière des années 80, aux côtés de Die Hard ou L'Arme Fatale par exemple. Des films comme on n'en fait plus aujourd'hui et que l'on a toujours plaisir à revoir bien qu'on les connaisse par cœur. La qualité, bonne ou mauvaise, n'a finalement que peu d'importance face à ce qu'ils procurent ou aux traces qu'ils auront laissées en nous. Il y avait pléthore de films du genre à l'époque. Mix entre action et comédie, toujours bon enfant, on pouvait se marrer de tout sans créer de polémique. C'était l'âge de la tchatch, des répliques cinglantes entre les bons et les mauvais, l'époque des super flics incorruptibles qui réussissaient toujours, des rentre-dedans aux méthodes expéditives qui se faisaient souvent remonter les bretelles tout en étant appréciés et respectés en même temps. Axel Foley est un sacré numéro, tant par le tempérament que par la dégaine du personnage. Une sorte de voyou gringalet tout droit sorti des bas quartiers, rebelle et individuel, impulsif et surtout instinctif. C'est une vraie tête brûlée, toujours en alerte, toujours sur un coup, un emmerdeur de première pour tous ceux qui le connaissent. J'ai toujours adoré ce personnage à l'esprit hors du commun. Calme et réfléchi, il pige tout très rapidement et va à l'essentiel, droit au but sans jamais renoncer. Et même quand ça dégénère, il retombe toujours sur ses pattes et retourne les situations à son avantage. Il y a quelque chose chez lui qui, dès qu'on le voit, on sait que la situation va se débloquer d'une manière ou d'une autre. Il a un peu ce côté héros solitaire au grand cœur, qui fait juste son devoir sans rien attendre en retour. Et rien ne lui est véritablement profitable. Il n'a pas de gain ou de faveur à l'arrivée, pas de promotion, outre celle d'avoir vécu une aventure mouvementée et s'être fait de nouveaux amis. Il n'est ni le plus beau ni le plus fort, mais il sait utiliser habilement les atouts qu'il possède. Farceur et fonceur, baratineur et magouilleur, mais aussi généreux et audacieux. Sa force, c'est d'agir, de réagir rapidement aux événements avec une capacité d'improvisation, d'adaptation implacable. On peut aussi noter qu'il n'a pas de traumatisme, de problèmes psychologiques, d'alcoolisme ou de drogue, contrairement à la plupart que l'on a pu voir dans des dizaines de films et de séries télé qui se doivent d'avoir des faiblesses. Une situation commune permettant une identification aux problèmes sociaux actuels. Tous ces héros au bord du gouffre, dépressifs et désabusés, peuvent séduire. Mais qu'il est bon d'avoir des héros qui sont à l'aise avec eux-mêmes, pleins d'entrain et portés vers l'avenir. Et même si tout n'est pas expliqué et surexpliqué de leur vie, ça ne les rend pas moins intéressants ou attachants. Et quelque part, il est bien plus facile d'être toujours mécontent que souriant. Même s'il n'est pas chose aisée de l'arrêter ou d'égaler sa répartie et qu'il prend toute la place à l'écran, j'ai toujours adoré les seconds rôles, qui participent à l'attrait de ce film et à canaliser sa fougue, tout en se demandant à chaque fois quel tour il va leur jouer. Il en fait voir de toutes les couleurs à ces policiers de Beverly Hills, très à cheval sur le règlement, sur les apparences, et tout l'humour qui les entoure n'est qu'une mise en expression du décalage qui existe entre eux. Après vous. Billy et Taggart forment un excellent duo, à la fois attachant et touchant. L'un est un jeune naïf, avec cette envie d'en découdre avec les méchants, comme dans les vieux westerns. L'autre est un peu plus grincheux et scrupuleux du règlement. C'est un bon vivant qui carbure à la viande rouge et au café. Ils ont d'ailleurs eux-mêmes été pensés et écrits comme un vieux couple. Leur rencontre avec Axel va leur permettre de se lâcher et bousculer leur vision des choses un peu trop rigide. Cette complicité entre eux deviendra l'un des points forts et centrales de la saga. À noter qu'il n'aura pas été facile de tourner leurs séquences communes, car ils étaient souvent pliés de rire sur le plateau, improvisant bon nombre de leurs échanges. Et ça pouvait donner des choses complètement dingues. Billy étant lui-même porté sur la comédie, il s'en est donné à cœur joie. Même s'il y avait un scénario de base, Eddie Murphy a beaucoup improvisé, partant souvent en freestyle, rendant la tâche aux autres acteurs pas forcément évidente. Comme dans une scène où on voit le chef de la police tenir encore son script dans les mains. Apparemment, il existerait des heures et des heures d'enregistrement de tournage. Dommage qu'il n'ait pas fait comme dans les films de Jackie Chan, qui diffusent souvent en fin de film les séquences ratées mais amusantes.
On pourrait aussi mentionner Bogomil, que l'on sent très autoritaire mais aussi très humain. Jenny, l'ancienne camarade, est témoin de l'ancien Axel, le duo de la deuxième équipe de police tournait rapidement dérision, le serveur de l'hôtel avec les bananes, Jeffrey, l'ami de Détroit, Todd au caractère explosif, Maitland au visage sournois et son homme de main très silencieux, même Mickey que l'on voit au début et qui offre à Axel un background et instaure la notion de loyauté et d'amitié. Ou encore l'inimitable Surge de la galerie d'art qui deviendra culte à lui seul en s'accaparant l'écran le temps de son passage sans que personne, même Axel, ne puisse vraiment en placer une. À la base, son rôle n'était pas aussi étoffé, mais l'acteur a vraiment séduit Martin Brest pendant le tournage, lui accordant davantage de temps. Et c'est la richesse des personnages secondaires, leur gueule, leur stature pour le rôle, même que l'on ne voit que très peu, sans même être utile au déroulement de l'intrigue, qui donnera au final un vrai charme au film. Je finirai sur la musique composée par Harold Faltermeyer, qui aura eu une courte carrière aux USA avant de repartir en Allemagne. Il aura quand même signé les musiques de films tels que Running Man, Tango et Cash et bien sûr l'emblématique Top Gun. C'est d'ailleurs son confrère, ou plutôt mentor, Giorgio Moroder, qui le fera venir aux USA pour travailler sur la BO de Midnight Express. Il se fera une réputation assez grande en travaillant avec de nombreux artistes et groupes. Que l'on connaît sous nom le flic de Beverly Hills, tout le monde peut chantonner le cultissime thème d'Axel, composé par 3 synthés différents, un genre qui lancera une nouvelle mode. C'est un incontournable des films d'action des années 80, et beaucoup d'artistes s'inspireront de lui, comme le très célèbre Hans Zimmer des années 90. Tous deux étant d'ailleurs allemands et se succédant un peu comme compositeurs attitrés des films de Bruckheimer et de Don Simpson. Ce qui est ironique, c'est que les producteurs Bruckheimer et Simpson avaient à la base rejeté ce thème au synthé, et c'est l'insistance du réal qui permit de la valider. Son mot d'ordre pour la composition était de faire de la musique pop fun et divertissante. Il n'y a d'ailleurs aucune piste un peu plus sombre ou noircie par ce qui s'y passe. Tout est dédramatisé et redynamisé. Je trouve qu'il y a quand même la scène de l'assassinat de Mike qui peut être un peu choc dans cette manière d'exécution. Il n'y a pas de musique et pas de son. Certains reprocheront quand même la répétition excessive du thème, prenant bien la moitié des pistes de l'album. Mais il faut dire que la BO reste assez différente de ce qui se faisait à l'époque, n'utilisant pas l'orchestral habituel. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'était pas rare d'avoir des CD de musique des films, mais sans les scores. C'est-à-dire qu'il y avait principalement les tubes que l'on pouvait entendre dans le film, et peut-être 1 ou 2 pistes seulement du compositeur. Il était monnaie courante de créer des clips musicaux juste pour un film, pour amplifier les ventes des CD derrière. Un film pouvait d'ailleurs être rendu célèbre grâce à un tube, et inversement. Et je pense qu'il y a beaucoup de musiques que l'on connaît d'artistes ou de groupes qui, dans notre tête, sont juste indissociables d'un film. En tout cas, Harold Faltermeyer en sera victime à plusieurs reprises lors des sorties CD, favorisant les artistes plutôt que ses compositions. Je possède le CD et la cassette audio d'ailleurs du film, et il n'y a que le score d'Axel Foley. Toutes les autres sont des performances d'artistes. Bien qu'il ait participé à la production de certaines, comme The Heat Is On de Glenn Frey ou Stir It Up de Patti LaBelle. On peut noter quelques gros tubes de l'époque, comme The Heat Is On de Glenn Frey, Neutron Dance des Pointer Sisters pendant la course-poursuite du début, et il y a même un clip composé par Danny Elfman en personne, nommé Gratitude. Néanmoins, on pourra constater qu'il manque sur les OST la Nasty Girl des Vanity Six. Voilà pour ce flic de Beverly Hills qui met à profit le talent de son acteur, qui nous transmet toute son énergie, sa joie de vivre, l'envie de sourire, rendant son personnage inoubliable. Loin d'être un film exceptionnel, c'est avant tout un film amusant et divertissant, qui incarne peut-être au mieux un genre, une époque, un état d'esprit qui aura marqué toute une génération, et sera pris comme source d'inspiration pour les années à venir. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt et que la magie soit avec vous.